Bonsoir chers amis téléspectateurs, soyez les bienvenus dans le club de 28 minutes avec nos intellectuels et nos dessinateurs mordants qui reviennent sur les événements de la semaine. Plusieurs dossiers et pour commencer, la France en attendant l'immunité collective et dans la crainte d'une flambée des contaminations à cause des fameux variants du coronavirus, le couvre-feu à 18h est donc étendu à toute la France pour au moins 15 jours. Le couvre-feu s'appliquera à compter de 18h à partir de ce samedi. Si nous constatons dans les prochains jours une dégradation épidémique forte, nous serions conduits à décider sans délai d'un nouveau confinement. Avant que le pays ne tombe en dépression, faut-il mettre les boosters et vacciner plus largement et plus rapidement? Autre dossier, Donald Trump a été mis en accusation pour incitation à l'insurrection suite à l'assaut donné au Capitole. Sa culpabilité pourrait être prononcée par le Sénat après l'investiture de Joe Biden. Si Donald Trump était destitué, en serait-il de même pour le Trumpisme? Vous retrouverez également dans ce club la dérive des continents du loufoque Benoît Forgeard, Claude Askolovitch, à propos de la grève de la faim d'un boulanger tendre comme une brioche. Quant à l'invitée de la semaine, elle s'appelle Adriana Wallis et cette plasticienne a récupéré auprès des services postaux de Libourne, dans le sud de la France, des milliers de lettres ordinaires qui n'ont jamais atteint leur destinataire et qui connaissent grâce à elle une seconde vie et peut-être même une seconde chance, allez savoir. Bonsoir Monsieur Citon. Yves Citon, bonsoir Elisabeth. Ravi de vous retrouver. Vous êtes professeur de littérature et de médias à l'Université Paris 8, dernier numéro de la revue Multitude que vous dirigez derrière moi et réédition, c'est la gloire dans la collection Point Seuil de cet essai, alors là qui nous concerne tous, surtout Renaud Dely, il est très dispersé pour une écologie de l'attention. Oh oui, tiens, je vous l'offre direct FISA. Nicolas Bouzou, essayiste et économiste, un ouvrage dans 6 semaines. Dans 6 semaines, Comment voilà, ça s'appelle Homo Sanitas, une histoire de la santé humaine depuis 400 000 ans. 400 000 ans? Ah oui, ça fait 10 ans que j'y travaille. Mais plus fort que Yuval Harari. Dingue. Bon, cher Renaud Dely, c'est fait. Vous êtes là? Renaud lit. Sonia Kironi. Bonsoir Elisabeth. Bonsoir, ravi de vous retrouver. Et au pupitre ce soir, notre adoré Coco de Charlie Hebdo. La dernière livraison est derrière moi. Et vous avez, vous aussi, un nouveau livre qui sort au mois de mars, mais on en reparlera. Voilà. Cher Coco, premier dossier, Renaud. Eh bien, ce premier dossier d'actualité nous emmène aux États-Unis, donc avec la fin, les derniers jours de Donald Trump au pouvoir. La passation de pouvoir, ce sera mercredi prochain, mais Donald Trump a déjà annoncé qu'il ne serait pas présent lors de l'intronisation de Joe Biden. Donald Trump qui est visé par une nouvelle procédure de destitution validée à la Chambre des représentants cette semaine, à la suite de l'assaut donné au Capitole le 6 janvier dernier. Cette procédure pourrait éventuellement donc conduire à un vote du Sénat, mais postérieur au départ de Donald Trump du pouvoir. Qu'est-ce qui va rester finalement, Nicolas Bouzou, du passage de Donald Trump au pouvoir? Quel va être l'héritage de Trump dans la politique américaine? Et je crois qu'il restera le Trumpisme, c'est-à-dire qu'il me semble que les Américains se sont débarrassés de Donald Trump pour des raisons qui sont complètement évidentes, enfin qui nous semblent évidentes, mais qui semblent évidentes à beaucoup d'Américains, c'est-à-dire l'outrance, l'agressivité, la vulgarité, et puis aussi quand même, je crois, du machisme, voire du racisme quand il évoque les Mexicains, par exemple, ou les Chinois. Donc je pense qu'une très grande majorité des Américains ne veut plus de ça. En revanche, l'idée du Trumpisme, qui est une sorte, au fond, de nationalisme, c'est quelque chose que l'on voit dans bien d'autres pays que les États-Unis et qui reste extrêmement fort, je crois, aux États-Unis. Et ce sera sans doute d'ailleurs l'une des difficultés pour le mandat de Joe Biden, dont on voit bien qu'il doit composer entre cette partie de l'Amérique, ce qu'on appellerait en France l'Amérique périphérique, par analogie à la France périphérique, qui reste, je crois, assez attachée, bien sûr, au Trumpisme, et une gauche démocrate qui est assez divisée entre le courant centriste, le sien, et un courant beaucoup plus de gauche, en réalité, qui est celui de Kamala Harris. Justement, Donald Trump a changé de discours depuis qu'il a été visé par cette procédure de destitution. Je vous propose de l'écouter. Le voilà maintenant qui se pose en rassembleur. C'était avant-hier. Je veux dire quelques mots sur l'attaque sans précédent contre la liberté d'expression que nous avons pu observer ces derniers jours. Ce sont des moments tendus et difficiles. Les efforts pour censurer, annuler et mettre sur liste noire nos concitoyens sont faux et dangereux. Ce qu'il faut maintenant, c'est que nous nous écoutions les uns les autres et non que nous nous réduisions au silence.
que nous nous écoutions les uns les autres, dit Donald Trump désormais, Yves Citon. Est-ce que finalement, la procédure enclenchée par les démocrates et cette procédure de destitution, elle ne risque pas de gêner aussi un peu aux entournures Joe Biden si celui-ci se veut le rassembleur des Américains ? Tout à fait. Qu'est-ce que c'est que Donald Trump du point de vue de l'écologie d'attention? C'est quelqu'un qui a réussi à attirer l'attention sur lui, quoi qu'il dise. On passe notre temps à parler de lui, même aujourd'hui, alors qu'il va partir, on continue à parler de lui et du Trumpisme. Il me semble qu'il faut résister à ça en ne parlant pas, surtout pas de ce qu'il dit, peut-être de ce qu'il a fait, et là c'est catastrophique, et surtout de parler de qu'est-ce qui va se passer. Qu'est-ce qui est en train de se passer maintenant aux États-Unis? C'est la fin d'un monde, c'est la fin d'un ancien régime. C'est quoi cet ancien régime? On l'a vu avec ceux qui prennent le Capitole, c'est le suprématisme blanc. C'est le suprématisme blanc qui refuse de laisser le pouvoir. Démographiquement, ça va changer. Démographiquement, les Blancs vont être minoritaires. Est-ce que ça veut dire que c'est le dernier républicain suprématiste qui va se faire élire? Je ne suis pas sûr, parce que ce qu'on voit en même temps, c'est des politiques insurrectionnelles. C'est des niveaux de vie qui sont tellement pressurisés que les gens croient n'importe quoi, qui sont désespérés de perdre le pouvoir ou qui vont être désespérés par la crise économique qui vient là. Et on va avoir des politiques insurrectionnelles. Juste un chiffre par rapport à ce que va faire Biden. Biden, il doit faire une révolution. 40 millions d'Américains vont se faire expulser de chez eux parce qu'ils ne payent pas leur loyer. 40 millions d'Américains, c'est pas possible. Il va falloir socialiser ce pays, il va falloir révolutionner le système de la dette, il va falloir introduire un revenu garanti. Il doit devenir socialiste, Biden. Il faut parler de ça, il faut parler de Biden. Ce qu'on a vu aussi, Nicolas Bouzou, c'est Twitter, Facebook, certain nombre de plateformes couper le sifflet en quelque sorte à Donald Trump, notamment après évidemment ces incitations à la violence au moment de l'assaut du Capitole. Est-ce que ce sont aux GAFA de faire la loi et de décider effectivement qui peut s'exprimer? Alors, je pense que les GAFA se sont mis, en fait, là, elles-mêmes dans une situation qui est une situation qu'elles voulaient éviter, puisque depuis 10 ans, ces plateformes nous disent qu'elles ne sont que des tuyaux, qu'elles ne sont pas responsables des contenus. Et d'ailleurs, aux États-Unis, les GAFA sont sous l'autorité du ministère des Transports, parce qu'ils sont considérés comme des infrastructures, au fond. Et en faisant ça, justement, elles pratiquent ce qu'elles ont toujours expliqué ne pas faire, c'est-à-dire finalement avoir une sorte de contenu éditorial exactement comme la presse. Donc je crois que ce qui s'est passé est un changement radical qui, de mon point de vue, est plutôt positif dans ce sens-là. C'est-à-dire que maintenant, les GAFA ne pourront plus dire « on est simplement des tuyaux », ce sera comme des éditeurs de presse. Il y a un précédent, vous voulez dire. Il y a eu un précédent. Exactement, et pour des choses extrêmement concrètes. Si les pouvoirs publics s'emparent justement de leur règlement... oui, mais je pense qu'ils ont quand même envie de le faire parce que personne ne trouverait normal que Donald Trump soit censuré et que des contenus haineux dont un certain nombre de nous sommes victimes sur les réseaux sociaux, restent en ligne. La loi doit être la même pour tous. Yves Citon. Il me semble qu'on est dans un ancien régime de capitalisme attentionnel où c'est l'argent qui permet de contrôler les vecteurs attentionnels et il faut qu'on parte du principe que nos attentions collectives sont des biens communs. Et de nouveau, il y a une socialisation de l'économie qui va devoir se faire aux États-Unis parce qu'ils sont allés beaucoup trop loin dans une certaine direction et il faut comprendre que l'attention est un bien commun, donc qu'il faut, comme l'eau, comme l'air, qu'il faut essayer de le protéger d'attaques comme celles qui conduisent à occuper le Capitole. Coco. Jack Dorsey, le patron de Twitter et son pouvoir hégémonique. Si on me critique dans 28 minutes, je l'ai banni de Twitter. Chiche. Oui. Et Make America Worst Again. Et est-ce qu'on parlera, nous, dans 400 000 ans, Monsieur Bouzou? Merci Coco. Votre duel de la semaine, Charles Daudet? Mon duel de la semaine, Elisabeth, il oppose un ministre et un patron. Alors à ma gauche, le ministre Bruno Le Maire, 51 ans, chargé de l'économie et des finances. Et à ma droite, le patron Alexandre Bompard, 48 ans, PDG du groupe Carrefour. Carrefour, c'est le premier employeur privé de France. 20% du marché hexagonal des biens de consommation et surtout une gigantesque implantation à travers le monde. 12 300 magasins et 320 000 salariés. Évidemment, voilà de quoi attirer les convoitises. En l'occurrence, celle du groupe canadien Couche-Tard. Couche-Tard qui compte, lui, 16 000 points de vente, dont de nombreuses stations-service disséminées dans 27 pays. Eh bien, ce groupe québécois a adressé à son homologue français donc une lettre d'intention non engageante en vue d'un rapprochement amical. Ça, c'est la terminologie officielle. En gros, c'est une offre de rachat. Voilà. Une offre de rachat que le PDG du groupe Carrefour, Alexandre Bompard, voit plutôt d'un bon œil, car elle permettrait, selon lui, à Carrefour de diversifier ses activités et puis ses implantations, en particulier aux États-Unis, au Canada et en Scandinavie. Sauf que, pour Bruno Le Maire, le ministre de l'économie, la grande distribution, c'est un secteur stratégique,
surtout d'ailleurs en période de confinement à répétition. Pas question donc de laisser Carrefour passer sous pavillon étranger. Nous ne sommes pas favorables à cette opération. Nous le disons avec beaucoup de respect pour Couche-Tard, pour Carrefour et pour tous ces opérateurs qui sont de grande qualité. Et nous avons l'instrument juridique à notre disposition. Donc pour résumer ma position, Jean-Jacques Bourdin, c'est un non courtois, mais c'est un non, mais clair et définitif. Un non clair et définitif parce que l'alimentation, donc pour Bruno Le Maire, c'est donc une affaire d'indépendance nationale. Et oui, si ça se trouve, après le rachat de Carrefour par l'enseigne québécoise, eh bien, il n'y aurait plus que de la poutine au sirop d'érable dans les rayons. Bon, rassurez-vous, c'est pas encore tout à fait fait. C'est pas encore fait parce qu'il existe un décret qui permet à l'État de contrôler les investissements étrangers en France. Et justement, depuis le 1er janvier, le gouvernement a élargi le champ d'application de ce décret pour y ajouter le domaine de la sécurité alimentaire. Cocorico, nous voilà sauvés. La partie n'est donc pas achevée. Elle soulève toutefois déjà deux questions. D'abord, à l'heure du capitalisme financier et des levées de fonds massives, on s'aperçoit que nombre de groupes français historiques, bousculés notamment par la révolution numérique, semblent dangereusement sous-capitalisés. Carrefour vaut ainsi 3 fois moins que Couche-Tard, dont le chiffre d'affaires est pourtant inférieur. Et puis ensuite, la reconquête de la souveraineté économique. On s'aperçoit que c'est décidément un enjeu d'avenir, comme si, Yves Citon, la pandémie nous avait fait un peu entrer dans l'ère de la démondialisation. Je crois que tout à l'heure, je parlais d'ancien régime politique aux États-Unis avec Trump. Là, on est dans un ancien régime économique. C'est juste pas possible que des deals financiers, que des actionnaires qui veulent optimiser leurs revenus d'actionnaires, s'emparent comme ça de 300 000, 320 000 salariés, puissent contrôler ce qui arrive dans nos assiettes. C'est juste pas possible. C'est pas soutenable. C'est une question d'indépendance. Vous êtes sur la ligne de Bruno Le Maire. C'est une question d'indépendance nationale. Non, c'est pas une question d'indépendance nationale du tout. C'est une question de circuit court. C'est une question de bloquer le capitalisme qui nous a mis dans la situation mondiale dans laquelle on est, avec ces investissements transcontinentaux, où ce qui prime, c'est pas du tout ce qui va arriver dans nos assiettes, c'est pas du tout le travail des gens qui travaillent chez Carrefour, c'est l'optimisation de quelques actions pour quelques types qui se remplissent les postes. C'est juste pas possible, ça va pas durer. Nicolas Bouzou, êtes-vous aussi indigné qu'Yves Citon ? Non, et si je voulais vous taquiner un tout petit peu, d'ailleurs, je dirais que la politique que mène Bruno Le Maire, c'était très exactement la politique de l'Ancien Régime, en réalité ce qu'on appelle la politique mercantiliste. Mais en fait, l'argument de Bruno Le Maire est un argument qui n'est pas celui-là, en fait, qui est l'argument de l'indépendance nationale, que pour le coup, je ne partage pas, dans la mesure où déjà Carrefour n'est pas un producteur, c'est pas Carrefour qui produit notre alimentation, il distribue notre alimentation. Et en France, le marché de la distribution a une caractéristique, c'est qu'il y a beaucoup d'entreprises non capitalistes. Leclerc, c'est pas un acteur capitaliste, Système U, c'est pas un acteur capitaliste, ce sont des coopératives, et donc qui ne peuvent pas être achetées, il ne peut pas y avoir d'OPA. Et donc, même si Carrefour passait sous pavillon étranger, je ne pense pas, très honnêtement, que notre capacité à nous alimenter serait remise en cause. Est-ce qu'il y a un problème de valorisation de ces groupes aussi ? On s'aperçoit que Carrefour a un chiffre d'affaires qui est le double de Couche-Tard, mais qui vaut 3 fois moins. Non, mais ça, vous l'avez très bien dit. Carrefour est une entreprise qui gagne assez peu d'argent et qui a des vraies difficultés de positionnement, parce qu'un hypermarché, aujourd'hui, c'est compliqué, et la crise a accentué la désaffection, au fond, vis-à-vis des hypermarchés, alors que Couche-Tard... J'ai un nom de marque délicieusement canadien. Un nom à coucher dehors. C'est extraordinaire. Et c'est vraiment. Oui, à 18h, là, c'est ça la raison. C'est pour les gens, ce sont de petits magasins, de grandes épiceries, en fait, et c'est en effet pour les gens qui se couchent tard. Alors ça paraît pas très sexy comme ça, mais ça gagne énormément d'argent. Il semblerait. Coco, qu'en pensez-vous ? Ça gagne énormément d'argent, ce qui n'est pas le cas de la caissière de Carrefour. Devant les couches tard, c'est pas eux qui se lèvent le matin pour gagner 3 fois rien. Bien vu, Coco. Sonia, le point com de la semaine. Eh bien, moi, je vais vous parler d'une photo qui a scandalisé les Anglais cette semaine, du pouvoir des réseaux sociaux et aussi d'un footballeur au grand cœur. Alors, l'image qui a scandalisé l'Angleterre, la voilà, une boîte de haricots, 2 bananes, 3 pommes, 2 carottes, 3 yaourts à boire, quelques tranches de pain de mie et de fromage. C'est le contenu d'un panier d'aide alimentaire reçu par une mère de famille britannique. Des paniers qui sont censés remplacer les repas gratuits à l'école, puisque vous savez, il n'y a pas d'école en ce moment, le pays est confiné. Et avec cette maigre portion, qui est quand même censée être d'une valeur de 30 livres, donc un peu plus d'une trentaine d'euros, eh bien, elle est censée nourrir son enfant pendant 10 jours d'école au déjeuner. Vous conviendrez effectivement que ça paraît nettement insuffisant. Honnêtement, je pourrais faire mieux avec 30 livres, a tweeté cette mère de famille dans un message qui accompagnait la photo. Et alors, le message a été vu par 28 millions de personnes, relayé, commenté par plus de 30 000 internautes. Alors, la polémique a pris de l'ampleur. D'autres familles ont partagé
elles aussi le contenu de leur panier. On voit que ça n'est pas arrivé à une seule personne. Ça paraît assez général. L'affaire s'est retrouvée en une de la presse nationale. Une insulte à la dignité s'est indigné le quotidien gratuit Métro. Elle a pris aussi une dimension politique. Le Premier ministre Boris Johnson a dû s'expliquer devant les députés. Il a dû reconnaître que ces images étaient choquantes. Il a parlé d'insultes aux familles qui ont reçu ces paniers. Le scandale est tel que l'entreprise qui fournit la nourriture, qui est sous contrat avec le gouvernement britannique, a dû s'excuser et promettre de rembourser les personnes concernées. Alors en fait, cette histoire de repas gratuits poursuit le gouvernement britannique depuis l'été dernier, puisqu'à 2 reprises, il a tenté d'interrompre le programme de repas gratuits pendant les vacances scolaires, mais à chaque fois, il a dû céder sous la pression intense d'un jeune footballeur qui s'appelle Marcus Rashford. Il a seulement 23 ans, c'est l'attaquant vedette de Manchester United. Renaud, vous le connaissez forcément. Et il est lui-même, ce Marcus Rashford, issu d'une famille pauvre. Il a connu les repas gratuits dans son enfance et il n'a pas oublié cela. Il ne lâche pas le gouvernement sur le sujet depuis des mois. Je viens d'avoir une bonne conversation avec le Premier ministre qui m'a assuré qu'il s'était engagé à corriger le problème. Il a tweeté cette semaine. Devant les députés, Boris Johnson s'est dit reconnaissant à ce jeune footballeur de l'avoir alerté sur ce problème, ce qui n'a pas empêché les internautes, vous le savez, ils sont moqueurs, de se moquer de Boris Johnson, qui est régulièrement accusé d'être insensible. Regardez ce conte parodique du Premier ministre. J'ai eu une longue conversation avec Marcus Rashford au téléphone. Il m'a expliqué que c'était mieux de ne pas affamer les écoliers. C'est assez instructif, en fait. J'ai été surpris de découvrir que les enfants d'ouvriers ressentent non seulement la faim, mais aussi des émotions. Peux-tu croire ça? Alors, au-delà de l'ironie, c'est une nouvelle victoire donc pour ce footballeur au grand cœur qui est devenu vraiment le nouveau héros de la classe ouvrière britannique. Il a été salué par les supporters de son club sur Twitter, vous me direz, ça c'est logique, mais plus surprenant, même par les adversaires de Manchester United, même par les supporters de Liverpool qui doivent pourtant affronter Manchester dimanche. Certains ont proposé une bannière dans les tribunes du club en hommage à Marcus Rashford. Nicolas Bouzou, ça fait réfléchir quand même, y compris à notre propre situation. On voit qu'en France, nous, on a tenu à maintenir les cantines scolaires. Oui, alors en fait, cette polémique pose une question de politique publique qu'on trouve dans beaucoup de pays en ce moment. Est-ce qu'il vaut mieux aider les gens en leur donnant de l'alimentation, par exemple, ou est-ce qu'il vaut mieux les aider en leur donnant de l'argent? Et il me semble qu'il vaut mieux, et cette histoire confirme cette idée, il vaut mieux les aider en leur donnant de l'argent. C'est plutôt ce que l'on fait en France. C'est ce qu'on fait aux États-Unis aussi, où les filets sociaux, évidemment, sont beaucoup moins importants qu'en France, mais où la politique du président Trump, ça a consisté plutôt à verser de l'argent aux gens qui sont en difficulté. Alors évidemment, vous avez toujours des gens qui vont vous dire « oui, mais on ne sait pas ce qu'ils vont en faire ». Mais en termes, je veux dire, de philosophie morale, je pense qu'il est beaucoup plus digne. Et de toute façon, en plus, de façon très concrète, on sait très bien que les gens qui n'ont pas beaucoup d'argent, leur principal poste de dépense, de toute façon, c'est l'alimentation. C'est d'ailleurs ce qui va se produire, puisque à partir de la semaine prochaine, normalement, on devrait avoir le retour de ces bons d'une valeur d'une trentaine de livres. Yves Citon ? Je suis très content que Nicolas souscrive à ce qu'on demande dans Multitude depuis 20 ans, à savoir un revenu de base au niveau du SMIC, et ça résout tous ces problèmes. Là, il n'y a pas de problème. C'est parfait. Merci. Alors écoutez, ça, Coco. Panier repas, on ne peut, sinon il y a le système D, on ne peut compter que sur soi. Vous faites rire toute seule. Merci Coco, au bord du collapse. C'est peut-être parce qu'on va parler de la Chine et de la résurgence de la pandémie. Vite, sa presse internationale, la une du South China Morning Post, quotidien de Hong Kong, de ce matin, fait froid dans le dos. 2 scientifiques envoyés par l'OMS parmi une bande de scientifiques partis évaluer la situation à Wuhan, 1 an après le début de la pandémie dans cette mégalopole. 2 scientifiques donc ont été testés positifs au Covid. L'épidémie repartirait-elle en Chine? Un état d'urgence épidémique a déjà entraîné le reconfinement drastique à la chinoise de 22 millions de personnes. Est-ce l'éternel retour mondialisé du virus, une sorte de perspective que même Stephen King, dans son épouvantable roman Le Fléau, n'aurait pas envisagé? Yves Citon. Je trouve ça très ironique. On enquête pour voir quelle était la source du virus et on réintroduit le virus dans Wuhan. Il y a un philosophe qui s'appelle Timothy Morton qui parle de hyper-objet.
des hyper-objets. Le dérèglement climatique, les déchets nucléaires, le virus, c'est un hyper-objet, c'est pas localisable dans l'espace, c'est pas localisable dans le temps, et il dit c'est sticky. C'est comme le sparadrap du capitaine Haddock. On n'arrive pas, une fois qu'on l'a, on n'arrive pas à s'en débarrasser. Je trouve que ce truc est terriblement ironique et presque comique, faut rigoler quand même un peu. C'est un jour sans fin aussi, il y a cette dimension-là. Ah oui, complètement. En fait, on voit dans tous les pays, ceux comme la Chine, mais on pourrait parler de la Corée ou du Japon, qui à certains moments arrivent bien à contrôler la circulation du virus, que aucun pays n'arrive à se débarrasser du virus. Ça veut dire que, je reviens à une obsession que j'entretiens depuis plusieurs semaines, on va peut-être en parler tout à l'heure. Je suis désolé de venir avec 10 km de visibilité, mais ça veut dire qu'en dehors du vaccin, je ne vois pas la façon dont on peut sortir de cette affaire. Dont il faut sortir, parce que ces histoires de confinement, de couvre-feu, etc., on voit bien les dégâts, les dégâts économiques, mais les dégâts psychologiques épouvantables que ça commence à poser. Donc il faut qu'on en sorte. On en est où économiquement, justement, du côté de la Chine, avec la pandémie, le déconfinement ils étaient repartis, l'économie était boostée. Oui. Alors, ils repartent plutôt bien, parce qu'en fait, l'épidémie, elle reste très localisée. Donc, en 2020, c'est l'un des rares pays qui a eu de la croissance. Et quand vous regardez aujourd'hui la production dans l'industrie en Chine, elle est déjà supérieure à son niveau d'avant-crise, ce qui n'est le cas ni aux États-Unis ni en Europe. À la fin de la pandémie, on peut imaginer que la Chine sortira renforcée économiquement de cette crise par rapport au reste du monde. Ça, je peux déjà vous le dire statistiquement. Le poids de la Chine dans l'économie mondiale sera plus fort après l'épidémie qu'au début de l'épidémie. Et les poils se dressent sur les Chines de Yves Citon parce qu'il se dit, écologiquement parlant, on revient à la normale puisqu'on reviendra à des taux de pollution et à des émissions de gaz à effet de serre côté chinois astronomiques. Alors, on revient à la normale avec une apostrophe. Mais la Chine, il y a un discours de Xi Jinping sur les politiques énergétiques qui est volontariste et dont nos petits camarades à nous, à l'Élysée et pourraient quand même s'inspirer un petit peu. À mon avis, c'est très problématique. Il y a un super article là-dessus pour dire que ça pose vraiment un problème aux écologistes. Vous voulez dire qu'il va fermer les centrales à charbon ? Vous y croyez ? Je ne sais pas si j'y crois, mais il le dit et vous avez confiance. Il faut regarder. Non, j'ai pas confiance, mais il faut regarder ce qui se passe et je crois que ça pose des problèmes philosophiques très très intéressants. On devrait parler de ça plutôt que de Trump et des on ne parle plus de Trump, vous avez remarqué, puisqu'on va continuer à parler de la situation, mais cette fois-ci en France. Et on va parler de Jean Castex notamment, puisque c'est Jean Castex, hier le Premier ministre, qui a annoncé une série de nouvelles mesures. Donc en attendant justement la vaccination massive qui permettra de sortir de ce drame du Covid, comme le disait à l'instant Nicolas Bouzou, eh bien, on prend de nouvelles mesures sanitaires, et en l'occurrence, en particulier la plus emblématique d'entre elles, le couvre-feu étendu à l'ensemble du territoire dès 18h, et ça, ce sera à partir de demain samedi. C'est donc une mesure, on a l'impression d'assister en quelque sorte à une course de vitesse entre le gouvernement, l'exécutif, et puis le virus, et notamment ce fameux variant anglais, qui a d'ailleurs conduit déjà un certain nombre de pays voisins, à commencer par le Royaume-Uni, à se reconfiner. Ça veut dire, Nicolas Bouzou, est-ce que la France, au vu de ces mesures, en particulier le couvre-feu à 18h, peut encore espérer échapper à un reconfinement ? Je suis désolé de vous faire une réponse qui est assez peu télévisuelle. Je n'en sais rien. Je suis confus. Eh bien, nous saluons votre humilité. Je suis confus. C'est une course de vitesse. Mais ce que je sais, alors voilà, c'est une course de vitesse, et c'est la raison pour laquelle, d'ailleurs, quand sur la question vaccinale, le gouvernement a dit il y a quelques semaines, il ne faut pas confondre vitesse et précipitation, et on n'est pas dans une course de vitesse. Je crois très au contraire que nous sommes dans une course de vitesse. Et une course de vitesse sanitaire, mais une course de vitesse économique, parce que tous les jours, c'est le compteur des malades, le compteur des morts, malheureusement, mais aussi le compteur de la pauvreté, le compteur du chômage, le compteur de la dette, demain le compteur des faillites qui n'est pas encore enclenché mais qui va se mettre en marche. Donc il faut quand même arrêter tous ces compteurs, et il me semble que ces mesures très difficiles de couvre-feu, le couvre-feu c'est un confinement, c'est un confinement très strict à partir de 18h, c'est très difficile à vivre, je sais pas vous, mais moi tout ce que j'aime c'est interdit, donc c'est... vous nous en direz tant. Non mais ne développez pas. Donc c'est votre jardin secret. Mais ce que je veux dire par là, c'est que ce sont des mesures. Le couvre-feu, c'est une mesure qui est extrêmement brutale et qu'une société ne peut pas tolérer très longtemps. Et qui a des conséquences économiques, vous le disiez à l'instant, et c'est notamment l'une des mises en garde d'une des grandes voix de l'opposition qui porte des propositions alternatives, en l'occurrence, le patron des Républicains, Christian Jacob. Je pense qu'il aurait fallu le territorialiser parce qu'il y a des conséquences économiques lourdes, vous savez, je pense notamment au commerce. Moi, je suis à Provins, dans une ville qui est très commerçante. Entre 18 et 20 heures, vous avez beaucoup de commerçants qui font entre 20 et 30% de leur chiffre d'affaires. On aurait pu le territorialiser. De la même façon qu'il fallait, à mon avis, territorialiser sur les vaccins.
Est-ce qu'il fallait imaginer de territorialiser, comme le dit Christian Jacob, les mesures, les précautions, en l'occurrence, selon les endroits où circule plus ou moins le virus, Yves Citon ? Je suis complètement d'accord avec mon voisin, je ne sais pas. Aucune idée d'une réponse à une chose comme ça. En revanche, il faut peut-être se demander qu'est-ce qu'on compte. Nicolas parlait de compteurs. Qu'est-ce qu'on compte? Quels sont ces chiffres scientifiques qui nous orientent? Et qu'est-ce qu'on ne compte pas? Pourquoi on écoute les médecins, on comprend. Pourquoi on écoute les épidémiologistes, on comprend. Les économistes, on comprend. Pourquoi beaucoup moins les sociologues? Pourquoi les anthropologues? Toute une série de sciences sont pas du tout ou très peu comme les psychiatres convoqués ici. On compte un certain nombre de choses. Il y a plein de choses qu'on ne compte pas. Et au nom de la science, on se laisse imposer des mesures qui sont justifiées étant donné qu'on compte ça. Mais il faudrait commencer par compter d'autres choses. Yves Citon, vous êtes prof de littérature, tout le monde le sait. Le quotidien Libération a consacré une aujourd'hui à un phénomène qui concerne énormément de gens, la détresse des étudiants. La ministre de l'Enseignement supérieur était présente, mais a été assez muette, voire mutique, lors de la conférence de presse. Des étudiants se suicident, des grèves sont annoncées, désespoir des professeurs et des étudiants. Il y a aussi un désespoir psychique pour une génération qui va durer longtemps. Et un sacrifice d'une génération pour une autre, et non seulement ceci, mais des humiliations. Pourquoi on met des amendes de 135 € aux gens qui sont... Je sais pas, sur ce plateau, qui a reçu une amende de 135 €? Non. Peut-être Coco, parce qu'à Charlie Hebdo, il ne respecte rien. Mais sans ça, non. Des jeunes de banlieue qui n'ont pas de revenus, qui n'ont rien, qui n'ont pas d'endroit pour rester, parce qu'ils se font des amendes de 130. Mais c'est de l'humiliation, c'est de la maltraitance. C'est criminel de faire des choses comme ça, c'est de ça. Après, que ça soit 18h ou 20h, mais il faut plutôt parler de la répression. Pourquoi on a des politiques répressives? Mais ce sont les gens qui ne portent pas le masque. Qui ne voulaient pas porter le masque. Qui ont une contravention. C'est pas parce qu'ils habitent dans tel ou tel quartier. Foutez-leur la paix, ils ont assez de problèmes comme ça. Ça arrête. Pourquoi on fait autant de répression? Il n'y a pas besoin de cette répression. Le port du masque obligatoire, c'est ça, vous êtes contre? Mais si, je suis pour, mais pas qu'on mette des amendes de 135 €. Et pourquoi nous, on n'est jamais mis à l'amende? C'est quand même bizarre. Nicolas Bouzou, quant à cette génération d'étudiants à propos desquels Emmanuel Macron disait il est dur d'avoir 20 ans en 2020 et évidemment encore pire en 2021, ce ne sont que des mots finalement. Il n'y a rien, il y a assez peu qui soit fait pour les étudiants. Non, il y a des choses qui sont faites quand on regarde ce qu'on fait en matière d'alternance, d'apprentissage. Les aides sont très importantes et elles donnent des résultats. Je pense qu'aujourd'hui, vraiment ceux qui ne sont pas dans le viseur, ce sont les étudiants de l'université. Et là, je trouve que la situation, en effet, mais la situation psychologique, là, on n'est pas encore sur la situation économique. Je suis presque moins inquiet. On est sur la situation économique pour des étudiants qui n'ont plus de petits boulots. Vous avez raison. Et qui en meurent. Pardonnez-moi, je voulais dire... Dans le nord de la France, notamment. Parler de l'insertion dans l'emploi. Je suis moins inquiet sur cette question que sur la situation, je veux dire, d'urgence actuelle et de très grande détresse psychologique. Qui mène à des décrochages aussi, qui mène à des décrochages. Moi, j'enseigne à Saint-Denis, à Paris 8, et j'ai plein d'étudiants qui ne peuvent pas manger, simplement. Ils doivent aller à la soupe populaire, au secours populaire, pour se nourrir. Et est-ce que ça ne renvoie pas à une injustice fondamentale du système d'enseignement supérieur en France qui fait qu'on donne et on fait beaucoup pour ce qu'on appelle les grandes écoles et qu'on oublie beaucoup l'université et l'enseignement de masse, la mission d'enseignement de masse de l'université? C'est l'ancien régime pédagogique. Il faut que ça change, ça aussi, très vite. Coco, vous avez un dessin? Deux dessins. On n'a pas parlé de ces fameux effets apéro. Alors, chouette des nouvelles mesures. Grâce au test apéro, on va savoir si on reconfine ou pas. Voilà. Et Nicolas Bouzou, bientôt porte-parole au gouvernement. Que faire Macron non plus, n'en sait rien. Et toc, vous l'avez bien cherché, Nicolas Bouzou. Ça m'apprendra à être honnête. Non, restez-le. Continuez. Nous avons maintenant le plaisir d'accueillir Adriana Wallis, une artiste plasticienne qui recueille depuis quelques années les bouteilles à la mer, comme elle le dit joliment, c'est-à-dire les lettres ordinaires expédiées en France, de toute la France, mais qui n'atteignent pas leur destinataire faute d'adresse valable ou lisible. À ces messieurs fantômes en suspens, elle donne une deuxième vie. Bonsoir, chère Adriana Wallis. Bonsoir. Vous avez fait paraître un livre, Les liseurs, les lettres ordinaires. Il y a une exposition, il y aura une lecture le 21 janvier, qui ne sera pas accessible aux gens puisqu'on est sous couvre-feu, mais tout de même une lecture à la Maison de la Poésie. Mais revenons à votre projet. Qu'est-ce qui a fait qu'une plasticienne comme vous s'est retrouvée à Libourne, dans un centre très mystérieux, non pas de tri postal, mais dans une sorte de cul-de-sac postal, où vous avez eu accès à 20 000 lettres, des lettres perdues pour tout le monde, sauf pour vous? Oui, c'est vrai, cul-de-sac postal, c'est bien ça. En fait, moi, ça faisait plusieurs années que j'avais envie de faire quelque chose avec la poste. Par certains côtés, ça me fascine un petit peu. Et j'avais déjà mené des expériences il y a plusieurs années. Et l'élément déclencheur, en fait, c'était en 2016. C'est tout simple, je conduisais et sur le bord de la route, j'ai vu une enveloppe.
Et j'habite en montagne, donc je devais continuer ma route. Et pourtant, je me disais, mais attends, c'est quoi cette enveloppe? Est-ce que peut-être il y a une histoire très importante qui aurait pu changer l'histoire d'une famille? Et j'ai commencé à fantasmer. Et au bout de 10 minutes, j'ai fait demi-tour et je me suis dit, il faut que j'aille voir. Et en fait, c'était juste une facture de boulangerie. mais ça y est, vous étiez rentré dans le processus. Lancée, et la question d'après, dans ma tête, c'était en fait, où vont les lettres quand elles sont perdues? Alors, où vont-elles? Elles vont à Libourne? Elles vont à Libourne. Donc, toutes les lettres de France arrivent dans un centre de la Poste qui reçoit toutes les lettres impossibles à acheminer et qui est connu pour aussi recevoir toutes les lettres au Père Noël, les lettres adressées au Père Noël. Alors vous avez récupéré, ils vous ont fait confiance, ils ont été emballés par votre projet, 20 000 lettres expédiées entre 2016 et 2020, c'est bien ça? C'est ça. Et parmi lesquelles, des lettres extravagantes, dont une expédiée par Marie Faunon aux 2 rue sans nom. C'est vrai? C'est ça. Et d'ailleurs, la famille Faunon, il y en a pas mal en France, F-A-U-N-O-M. Ouais. Et c'est une adresse qui revient assez souvent, mais en effet, la toute première lettre sur laquelle je suis tombée quand j'ai fait les poubelles de ce centre de tri, donc là, dans les poubelles, il n'y a que les lettres d'auteurs anonymes et inconnus, où il n'y a vraiment aucun indice pour même à l'intérieur du courrier renvoyer, donc c'était voué à être détruit et recyclé. Et donc, en effet, la première lettre que j'ai piochée dans la poubelle de la salle des lettres ordinaires, ça s'appelle comme ça, enfin, ils disent LO, c'était adressé à Marie Faunon, 2 rue sans nom, 33 000 Saint-Nazaire, et le facteur avait corrigé pour dire non, Saint-Nazaire, c'est 44 000. mais moi, quand je l'ai lu la première fois, je pensais pas que ça existait, quoi. Donc, je me disais, rue sans nom, et c'est après que j'ai compris. Et ce qui vous a amené à prendre conscience du fait que certaines lettres sont sans doute envoyées pour qu'elles n'arrivent jamais? Celle-là, typiquement, des lettres comme des catharsis, mais qui ne doivent pas arriver. Exactement, une sorte d'exutoire où on dit tout ce qu'on a à dire à son père, à sa mère, à son arrière-grand-oncle pour couper les chaînes et se libérer d'une mémoire familiale, ou même à son chat écrasé ou à ses kilos en trop. Après, vous avez lu des lettres à des kilos en trop? Voilà. Ah ouais. Renaud, vous étiez intrigué. Oui, est-ce que ça veut dire que vous vous êtes demandé, vous êtes interrogé, ou vous avez eu parfois le sentiment un peu de violer une forme d'intimité familiale au début, oui, évidemment. On se retrouve là, dans une histoire où on voit qu'on n'a pas notre place, on ne connaît pas les personnages, qui est Cathy, qui est Thierry. Donc au début, on se sent un peu intrus. Mais en fait, après 2-3 lettres, déjà, j'avais l'impression que j'avais un rôle à jouer. Je pense que c'est parce que ces lettres, elles ne sont pas encore arrivées, qu'elles sont dans cet état d'entre-deux, que tout d'un coup, en les lisant, on leur donne sens, on leur donne une finalité. Et est-ce que vous avez été tenté du coup de retrouver certains destinataires? Pas vraiment en fait. Je crois que j'aime bien que ce soit une masse de lettres, d'anonymes, d'inconnus. Et ce qui m'intéresse, c'est presque plus qu'elles trouvent un destinataire symbolique en fait. Ces lettres, c'est vraiment juste un point de départ. Et dans toutes les œuvres que j'ai faites et qui sont exposées aux archives, ou qui étaient exposées aux archives, l'idée c'est de les faire vivre, les faire s'envoler, les déployer, ces mots, pour qu'ils trouvent... pour qu'ils résonnent avec l'intimité de spectateurs. Justement, ça démontre très bien que l'attention donne vie. Par votre attention, par votre soin pour ces lettres, vous donnez vie à des vies insignifiantes, vous leur donnez signification, vous leur donnez quelque chose. Et c'est bien, voilà, l'attention, c'est quelque chose qui se partage, qui donne vie, qui se donne généreusement, comme vous faites, et de le signaler aux attentions des autres, c'est merveilleux. Mais il paraît, Adriana Wallis, que vous êtes tombée sur une lettre qui était adressée à M. Trouduc. Est-ce que quelqu'un aurait dit, ou vous aurait contacté en disant « je me reconnais » Et plus largement, est-ce que vous n'êtes jamais tombé sur quelqu'un qui dit « mais c'était moi le destinataire de votre lettre ». Ça, c'est un des lecteurs qui était là un jour où une journaliste est venue et qui a témoigné de son expérience de lecteur et qui a raconté qu'il était tombé sur la lettre à M. Trouduc. Mais moi, personnellement, je ne l'ai jamais lu, celle-là. C'est un pseudo, c'est sûrement un pseudo. Envoyé par Charlie Hebdo. Mais en fait, ouais, c'est vraiment dingue, quoi. Il y a beaucoup d'humour, beaucoup de poésie dans ces adresses, dans ces tournures. Vous dites c'est la vie à l'état brut. C'est ça, finalement, c'est de cette façon-là que vous résumeriez l'impression que vous fait ce monceau de lettres qui sont tombées entre vos mains. La vie à l'état brut. Exactement. Sans jugement, sans filtre. C'est étonnant. J'ai fait déjà d'autres œuvres où je m'attache à des petits fragments du réel, de la vie, que j'essaye de capturer ici et là par un objet, par une pensée, etc. Mais là, vraiment, quand j'ai vu ce matériau, ça m'a sauté aux yeux en fait, ça m'a fascinée parce que vraiment c'est pas comme lire un roman passionnant ou voir un film bouleversant. Là on touche vraiment l'histoire, on l'a dans les mains,
Bon, déjà, avant le Covid, parfois, je me disais, il faut peut-être que j'aille me laver les mains. Là, c'est vraiment... Finalement, au début, j'avais l'impression que c'est moi qui allais être intruse et rentrer dans ces histoires. Et en fin de compte, je me rendais que c'était dans l'autre sens. C'est ces histoires qui s'imprégnaient en moi. Merci. Adriana Wallis. Alors, le livre, les lettres, je vois pas bien, les lettres ordinaires, les liseurs. Et puis, le 21 janvier, jeudi prochain, à l'occasion des Nuits de la lecture, vous lirez certaines de ces lettres à partir de 19h à la Maison de la Poésie. Vous serez là-bas, mais on pourra vous suivre sur la chaîne YouTube de la Maison de la Poésie et sur sa page Facebook. Un dessin pour vous de Coco. Oui, c'est pas Monsieur Trouduc, mais pas loin. Tiens, une lettre de Donald Trump. Il ne me reste que ce moyen. Old school. Merci Coco. Merci encore Adriana Wallis. Merci beaucoup. Merci d'être venue. Non, restez là 2 secondes parce que vous allez pouvoir voir Claude Askolovitch évoquer une histoire adorable. Je vous parle d'un boulanger qui en août 2019 cherchait un apprenti et il n'en trouvait pas. Oh, il était dépité, Stéphane Ravaclet, de cette absence de la jeunesse. Il avait même dit au journal de sa ville, l'Est républicain, il est de Besançon, un peu connu là-bas. Il avait dit aussi au journal qu'il allait prendre à l'essai un jeune migrant qui avait l'air d'un bon gamin. Et voilà comment on se rencontre. Et oui, Laye Fodé Traoré, le migrant guinéen, était un vrai bon gars et travailleur en plus. Mais voilà, quelques mois de bonheur et l'État vous le gâche. En 2020, on a dit à Stéphane que Laye devait partir car il n'était plus un mineur auquel on doit assistance, mais venant d'avoir 18 ans, c'était un adulte sans papier, un indésirable. Alors, le boulanger Ravaclet est retourné voir le journal de son coin pour dire qu'il ne voulait pas perdre son apprenti. Et il l'a dit aussi à tous les journaux, à toutes les radios, à toutes les télés qui voulaient bien lui poser la question. Il a lancé une pétition en ligne. Il s'est lancé dans une grève de la faim pour devenir un peu plus connu. Oh, pas pour lui, mais pour Laye, pour que la République lève le pouce en faveur d'un garçon de valeur. Cette semaine, Stéphane Ravaclet a fait un malaise. On lui a donné des vitamines. Il a dit qu'il allait continuer son jeûne et le combat. Et juste après cela, c'était hier jeudi, la préfecture de la Haute-Saône lui a dit que Laye était régularisé. Dès mardi, le gamin sera au travail et Stéphane Ravaclet a recommencé à manger. Mais en 10 jours de jeûne, il a peut-être accompli une révolution cognitive. Il a renversé notre manière de penser. Ravaclet a sorti notre débat sur les migrants de la dialectique des humanitaires contre les défenseurs de la loi. Il n'a pas tenu le discours compatissant sur les pauvres migrants. Non, il a plaidé en faveur d'un garçon qui travaille et qui se tient debout. Et chez nous, le travail, ça donne des droits. Il a aussi libéré les migrants de cette sollicitude qui les enferme. Il n'a pas ressassé la misère et les enfers que Laye a traversés. Il ne l'a pas plaint. Il a simplement respecté comme un travailleur qui construit sa vie. Au fait, c'est pour cela que Laye est venu chez nous, comme tant d'autres avec lui, comme tant d'autres avant lui. Ravaclet change aussi le regard qu'on porte sur une France qu'on nous disait frileuse. Mais non, la France, c'est un patron boulanger qui respecte et qui protège l'apprenti qu'il initie à son art. Stéphane Ravaclet a traduit en français le Wir schaffen das allemand. Et oui, nous le faisons. Car il est en France, loin des discours qui obscurcissent le réel, bien d'autres Laye et bien d'autres Stéphane. À Agen vit Souleymane, qui est apprenti boulanger chez Frédéric Comière. À Sirens, en Alsace, vit Issiaka, qui est apprenti peintre en bâtiment chez Nicolas Kvast. À Argentan vit Sékou de Côte d'Ivoire, apprenti chez le restaurateur Yannick Hurel. Yannick qui, comme Stéphane Ravaclet, a dû lancer une pétition pour protéger son élève, car la bêtise légale guette toutes nos histoires. À Besançon, cela se termine bien, mais ailleurs. On lit ces histoires dans des journaux qui vivent près des gens. Il faudrait les lire également chez les juges et les faiseurs de lois pour qu'ils nous laissent enfin être fièrement français. Merci Claude Askolovitch. Vous avez un dessin. Oui, l'apprenti du boulanger. Et même cette garce de pomponnette a boudé sa pâtée pour son retour. C'est très mignon. Merci Coco. Vous avez tous les deux choisi une photo qui symbolise et résume l'actualité de la semaine. Je commence avec vous, Yves Citon. 2,3 millions. Qu'est-ce que c'est que ces 2,3 millions ? Voilà, c'était, je crois, devant le Pont-Marie à Paris pour célébrer l'affaire du siècle. Vous vous rappelez peut-être que c'était cette pétition qui avait eu 2,3 millions de signatures pour incriminer le gouvernement, pour incurie face à la catastrophe climatique qu'on est en train de cuisiner maintenant. Et donc, et c'est passé devant un tribunal administratif de Paris qui a reçu. Alors, c'est ni oui ni non. Voilà, nos gouvernants ne sont pas encore en prison, mais au moins ça a été reçu. Au moins on en
en parle. Et là, il y a deux choses à dire. Soit on se dit, eh ben, ces choses un petit peu juridiques, c'est quand même trop confortable. On est chez soi, on signe un truc et puis on a sauvé le monde. Non, forcément pas. Il faut aussi faire des occupations, il faut faire des manifestations de rue, il faut devenir végétarien, il y a plein d'autres choses à faire. Mais c'est en faisant toutes ces choses-là en même temps qu'il n'y a pas une solution au problème. Il faut faire tout en même temps. Et donc, bravo les gars d'avoir fait ça. Et poursuivons ça aussi, entre autres choses. Et soyons plus de 2,3 millions à signer. Nicolas Bouzou, votre photo, le cœur. Quel est ce cœur? Le cœur artificiel de Carmat, c'est une entreprise française donc qui fabrique un cœur artificiel qui a reçu un feu vert pour être implanté sur des patients en Europe. Quand on fait des greffes de cœur, c'est très compliqué parce qu'il peut y avoir des rejets et puis parce que, heureusement d'ailleurs, il n'y a pas suffisamment de gens qui meurent pour donner leur cœur. Et donc là, il y a une fantastique vague d'innovation dans le domaine de la santé, notamment avec les organes artificiels en règle générale. Aujourd'hui, ce sont les cœurs, mais demain, ça peut être le foie, l'estomac, la rate, etc. Et on voit ça, la crise du Covid a un peu occulté le fait qu'il se passait des choses extraordinaires dans le domaine de la santé. D'ailleurs, les vaccins ARN, c'est une innovation avec derrière énormément d'autres innovations dans le domaine cardiaque, dans le domaine de la cancérologie. Voilà, je trouve que ça fait partie des bonnes nouvelles du moment. On est dans une crise sanitaire, mais en même temps, il y a des progrès fantastiques dans le domaine de la santé. Et quand c'est une entreprise française, c'est mieux. Et vous faites bien de les rappeler, Nicolas Bouzou. Vous avez un dessin, Coco? Oui, moi, ça me rend toute chose. J'achète cette prothèse. Elisabeth m'a volé mon cœur depuis trop de temps. Eh bien, sans transition, voici l'heure de Benoît Forgeard, notre graphiste, zutiste hors concours et absolument merveilleux. Ce soir, Forgeard ouvre son cœur artificiel, c'est pour vous. Il a un message de paix. Si le temps était venu de faire la paix avec nos microbes, nos virus et nos bactéries. Allons bon. Bonsoir Elisabeth. Et si la pandémie était l'occasion de changer notre rapport aux virus, microbes et bactéries qui nous accompagnent depuis des temps immémoriaux? Qui sommes-nous? D'où venons-nous? Où allons-nous? Quel genre de symbiose êtes-vous? Vous qui m'écoutez et qui vous croyez seul, sachez que vous ne l'êtes pas. Vous êtes un écosystème. Microbes, bactéries, levures pullulent à chaque centimètre carré de votre peau et votre organisme abrite près de 10 000 milliards de ces entités microscopiques. Oui, quand un comédien annonce qu'il est habité, vous pouvez au moins être sûr qu'il est habité par une colonie de bactéries. Notre corps n'est pas cette rue privée à laquelle on accède par un digicode. Nous sommes un hall de gare avec ses voyageurs, ses cadres, ses punks à chiens. Mais ces êtres qui vivent en nous ne sont pas des profiteurs du système. Ces travailleurs de l'ombre, à jamais anonymes, sans espoir de reconnaissance, interagissent en équipe coordonnée, sans même nous en avertir. Et c'est très bien comme ça. Oui, chaque être vivant, même le plus individualiste, même Scarlett Johansson, même Sylvain, est une symbiose. Oh, je ne veux effrayer personne. Je ne donne pas ici dans une nouvelle théorie du complot qui viserait à croire que nous sommes dirigés par des forces maléfiques venues de l'intérieur. Il s'agit plutôt d'admettre qu'entre nous et les microbes, nous et les virus, c'est une très longue histoire et que s'il se cache parfois parmi eux quelques tirs au flanc, quelques traîtres, nous sommes plus souvent partenaires. Certains virus font même partie des forces libres de défense de l'organisme. Parmi eux se trouvent souvent d'anciens virus ennemis ralliés au camp du bien, c'est-à-dire le nôtre. Ce sera peut-être un jour le destin du SARS-CoV-2, lequel, devenu vieux et assagi, mettra sa connaissance au service de nous-mêmes, un peu comme d'anciens pirates informatiques sont recrutés par les services spéciaux. C'était là la note d'espoir que mes bactéries m'ont chargé ce soir de vous communiquer. Forgeard, on fond. On embrasse votre microbiote et celui de Sylvain aussi. Et alors, Bouzou est absolument conquis. Ah oui. Vous avez un dernier dessin, Coco? Eh oui, virus, microbes, Covid, on va vivre encore longtemps ensemble, encore une déclaration. Voilà. Eh oui, vous avez bien dit. Merci mes amis. Sur Arte Chérie, ce soir à suivre Huguette avec Lynn Renaud et Romane Boringer. Et demain, dans 28 minutes samedi, qui recevez-vous, Renaud Dely? Un certain Bernard Pivot, Elisabeth, qui sort un livre et la vie continue. On va parler du temps qui passe. Ah, et on se quitte avec un clin d'œil à notre invité et ses lettres ordinaires. Voici la lettre de Serge Gainsbourg, exquise et oh, si misogyne. À lundi, 20h05, tchuss. En lisant ta lettre, je m'aperçois que l'orthographe et toi, ça fait deux. C'est toi que j'aime, ne prends qu'un M par-dessus tout. Ne me dis point, il en manque un, que tu t'en fous. Je t'en supplie, point sur le i, fais-moi confiance. Je suis l'esclave, sans accent grave,
des apparences. C'est ridicule.